En fait, je vois que de plus en plus de marques disent que leurs produits de cosmétiques sont naturels ou bio, mais je me demande souvent si c'est vrai ou si c'est pas plutôt du greenwashing. J'aimerais bien passer aux produits bio, mais j'ai le sentiment que c'est moins efficace. Alors moi, j'ai franchi le pas il y a une dizaine d'années parce que j'ai la peau assez sensible et je reviendrai jamais aux produits de beauté conventionnels. N'en déplaise aux Cassandres qui n'y voyaient qu'un effet de mode, le marché de la cosmétique et de l'hygiène bio est en plein boom. En 2022, un Français sur deux a acheté ses produits certifiés au cours des 12 derniers mois, ce qui représente un chiffre d'affaires de près de 950 millions d'euros. Alors, ça peut sembler faible au regard des 12 milliards d'euros que pèse le marché total de la cosmétique en France, mais la progression du bio est très nette. En 2022, 51% des Français et Françaises disaient consommer de la cosmétique et de l'hygiène bio, contre 31% en 2016. Autre preuve s'il en faut, les grands groupes ont depuis longtemps flairé le filon en rachetant des marques certifiées bio et proposent désormais des gammes bio en plus de leurs cosmétiques conventionnels. Alors quels sont les avantages des produits certifiés bio? Comment s'y retrouver dans la jungle des logos, des allégations mensongères et des packaging trompeurs? Est-ce que la cosmétique bio coûte réellement plus cher et est-ce qu'elle est vraiment efficace? Avec moi pour répondre à toutes ces questions, Emmanuel Joie, bonjour. Bonjour Nora. Vous êtes chargé de recherche et développement ingrédients sur le non-alimentaire cosmétique chez Biocop, c'est ça? C'est bien ça. Et Nicolas Bertrand est aussi là, bonjour. Bonjour Nora. Vous êtes directeur de Cosmébio, l'association française de la cosmétique bio, créée en 2002, et oui déjà, et qui regroupe aujourd'hui plus de 560 entreprises. Et on va justement commencer avec vous, Nicolas Bertrand. Quel est le rôle de Cosmébio ? Le rôle de Cosmébio, c'est de structurer le marché de la cosmétique bio. L'histoire Cosmébio, elle a commencé donc il y a une vingtaine d'années, comme vous l'avez dit, en 2002. Une quinzaine d'entreprises pionnières ont décidé de se regrouper pour définir ce qu'est la cosmétique bio, à une époque déjà où il y avait beaucoup de greenwashing. Le greenwashing, ce sont des allégations concernant l'environnement, la protection supposée de l'environnement qui sont faites, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, si c'est juste écrit naturel sur mon shampoing, ça veut rien dire en fait. Tout à fait. Déjà, le naturel n'existe pas, puisque les produits naturels sont issus d'une transformation. C'est pour ça que chez nous, on parle d'ingrédients d'origine naturelle plutôt que d'ingrédients naturels. D'accord. Mais donc vous encadrez toutes ces allégations, toutes ces choses-là. Alors j'imagine que c'est aussi au niveau des ingrédients. Tout à fait. Ces entreprises ont écrit un cahier des charges, ont travaillé aussi avec des organismes certificateurs et justement, ont défini ce qu'est un cosmétique naturel et bio. Donc ça concerne, il y a des exigences concernant les ingrédients, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des ingrédients issus de la pétrochimie, on utilise des ingrédients issus de la transformation de matières premières naturelles. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients issus de la pétrochimie quand on regarde la liste d'ingrédients derrière son gel douche par exemple, c'est quoi? Ça peut être notamment des tensioactifs, donc tout ce qui fait mousser, mais c'est aussi beaucoup de conservateurs tels que les parabènes ou le phénoxyéthanol. La paraffine aussi dans les cosmétiques? La paraffine, tout à fait, D'accord. ça c'est des huiles minérales. Et alors, vous parlez des ingrédients. Comment on peut définir un produit quand il est certifié? J'imagine qu'il y a un pourcentage minimum d'ingrédients pour pouvoir écrire d'origine naturelle, etc. Ou bio. Qu'est-ce que c'est le minimum? Au minimum, un cosmétique, pour qu'on puisse alléguer d'origine naturelle, il doit contenir à 95% d'ingrédients naturels. Chez nous, chez Cosmébio, on prend la formule dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser 95% d'ingrédients naturels et de mettre 5% de n'importe quoi. Mais c'est vraiment une approche globale, c'est-à-dire que les quelques ingrédients qui éventuellement peuvent être utilisés, qui peuvent être issus de la pétrochimie, sont sur une liste positive dans le cahier des charges. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser un ingrédient controversé, par exemple. On a beaucoup parlé des parabènes qu'aujourd'hui, le consommateur ne souhaite pas voir dans ses cosmétiques. D'accord, donc vous avez une limite ou carrément une blacklist de certaines substances chimiques? C'est une liste positive, c'est-à-dire ce qui n'est pas autorisé est interdit. Par exemple, quels ingrédients ne sont pas souhaitables, sont interdits en fait pour être certifiés? Par exemple, les silicones, qui sont largement utilisés dans les produits capillaires, sont interdits en cosmétique bio. Tout ce qui finit par cône, en général, sur une liste d'ingrédients cosmétiques, c'est un silicone, a priori diméthicone, etc. Okay. Exactement. Le Cosmébio délivre aussi des certifications à travers des labels. Est-ce qu'il y a plusieurs labels ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul?
En effet, il y a plusieurs labels. Alors, à partir de 2010, on a travaillé avec nos homologues européens pour harmoniser le cahier des charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on partage le cahier des charges avec des organisations en Italie, en Allemagne, mais aussi la filière bio australienne utilise le même cahier des charges que donc nous, c'est pas le seulement référentiel Cosmos. D'accord. On a développé aussi à l'international. Et aujourd'hui, vous avez une douzaine de certificateurs qui utilisent le référentiel Cosmos. Ça va de la France à la Corée, en passant par la Turquie et l'Australie. Donc, si on voit sur un produit écrit Cosme Bio, c'est une garantie, c'est un gage que ce cahier des charges est respecté, c'est ça? Tout à fait, ça garantit d'une part le respect du cahier des charges et aussi ça garantit qu'il y a eu un audit dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est auditée par un organisme certificateur indépendant qui va justement contrôler le respect du cahier des charges par l'entreprise. Quelque part, les entreprises acceptent de faire venir la police chez elles, justement pour garantir le respect du cahier des charges. Oui, la transparence, elles le demandent elles aussi pour avoir ce saut de confiance sur leurs produits, c'est ça? L'organisme certificateur contrôle aussi la communication qui est faite sur le produit, c'est-à-dire le pourcentage de naturel qui est affiché, le pourcentage de bio, et l'identification aussi des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique, par exemple. Emmanuel, c'est quoi les avantages, en fait, les bénéfices de tous ces produits certifiés bio? Par rapport au conventionnel, j'entends. Aujourd'hui, sur les produits certifiés, ça apporte une garantie d'exigence et une garantie de réponse à un cahier des charges accessible auprès du consommateur. Ah, donc nous, on peut voir, en fait, en ligne, par exemple, ce cahier des charges. Oui, on peut le voir avec toutes les exigences et sur quoi sont basés les refus des cahiers des charges. Donc, il existe plusieurs cahiers des charges cosmétiques certifiés, mais globalement, ces cahiers des charges proposent des garanties de refus de substances sensibles problématiques. Par exemple, les parabènes sont tous refusés dans les cahiers des charges certifiés. Le phénoxyéthanol, ces deux substances sont des conservateurs relativement décriés par leurs propriétés très allergisantes ou d'autres suspicions. Il y a aussi les filtres chimiques. Les filtres chimiques tels que l'octocrylène qui sont très décriés aujourd'hui outre-Atlantique notamment. Qu'on trouve dans les crèmes solaires, Qu'on par trouve exemple. dans les crèmes solaires. Alors, dans les cosmétiques certifiés bio, il y a des crèmes solaires, mais ce sont des filtres qui ne sont pas ce qu'on appelle des filtres chimiques. Mais Filtres minéraux, plutôt. Tout à fait. C'est ça. Et alors, en termes d'avantages pour le consommateur ou la consommatrice? Les avantages, c'est que les exigences de composition permettent d'avoir un nombre d'actifs dans les formules très important, puisque dans le conventionnel, par exemple, on utilise notamment les diméthicones et les huiles de silicone pour apporter de la texture aux crèmes. Ces matières interdites en cosmétique certifiée sont remplacées par des huiles qui sont des actifs pour la peau, et donc en fait, on n'a pas forcément besoin de rajouter des actifs tout seuls, isolés, mais toute la crème, tout le produit est un actif en lui-même. C'est une sorte de synergie, en fait, de ces produits-là. Parce que si je comprends bien, par exemple, on a parlé des parabènes, du silicone, ça ne sert à rien au fond. Si, ceux-là, ils servent. Ils servent. Ce sont des conservateurs. Oui, voilà, mais je veux dire, sur nous, par exemple, si je me lave les cheveux avec un shampoing tout à fait. plein de silicone, oui, ça va lisser mes cheveux par ce procédé-là, mais ils ne sont pas traités. C'est ce qu'on va appeler un aspect cosmétique. Oui, ça ne va pas soigner. Ça ne traite pas, en fait. Voilà, ça n'apporte pas de la nourriture à la peau, aux cheveux. La cosmétique peut être une espèce de nourriture pour la peau et les cheveux, comme à juste titre, on nourrit son corps avec de l'alimentation. Et au niveau de l'environnement, est-ce que c'est aussi un label qui garantit des modes de transformation, du sourcing, etc., qui soient meilleurs pour la faune, la flore et les humains? Les matières premières sont obtenues par différents procédés chimiques et lors des validations des procédés chimiques, il est regardé les impacts écologiques des procédés chimiques qui servent pour produire ces matières premières. C'est ce qu'on appelle les principes de la chimie verte. Et dans la plupart des labels certifiés, dont le label Cosme Bio, il est refusé des réactions chimiques qui sont polluantes pour leur environnement, notamment une qui est assez connue, qui est l'étoxylation des tensioactifs, qui permet aux tensioactifs d'être plus moussants. Donc en fait, dans le conventionnel, on a les tensioactifs souvent, les shampoings, on dit ils sont beaucoup plus moussants ou les gels douces sont plus moussants, c'est parce que les gels douces subissent des réactions chimiques qui sont potentiellement assez toxiques pour l'environnement. Dans le référentiel Cosmos, donc qui est utilisé par Cosme Bio, il y a des exigences aussi en matière de biodégradabilité des ingrédients. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'une fois dans le milieu, les ingrédients sont biodégradables. Et aussi en termes d'écotoxicité, c'est-à-dire qu'on mesure l'impact sur les poissons, par exemple, des ingrédients, ce qui garantit au final, comme lui disait Emmanuel, des cosmétiques beaucoup plus sains pour la santé, mais aussi pour l'environnement.
Tout à l'heure, Nicolas, on parlait du greenwashing au début de l'épisode et toutes ces marques qui verdissent leurs produits. Alors, ils les verdissent uniquement en collant des feuilles, des fleurs sur l'emballage ou en mentionnant des allégations comme naturel ou nature. Mais j'ai quand même l'impression que le bio, l'hygiène et cosmétiques bio ont eu un effet d'entraînement sur les marques conventionnelles, non ? On en voit de plus en plus qui lancent justement une gamme spéciale. Tout à fait. Bon, déjà, les fondateurs de Cosmébio qui ont commencé à 15 en 2002, aujourd'hui, ont réuni plus de 560 entreprises, de la plus grande multinationale comme L'Oréal au plus petit savonnier. Donc, il y a vraiment cette volonté d'évangéliser, de réunir un maximum d'entreprises autour de nos valeurs. Mais il y a eu un autre effet, c'est finalement de montrer qu'on était capable de formuler des produits cosmétiques uniquement à base d'ingrédients naturels. Et ça, il y a eu un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur cosmétique, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui ne revendique la naturalité de ses produits. Et c'est finalement notre petit secteur qui a réussi à influencer l'ensemble du marché de la cosmétique. David a entraîné Goliath un petit peu. Même si le greenwashing reste une problématique. J'ai tendance à dire que voilà, en 2002, lorsqu'a été créé Cosmébio, c'était l'époque de Tahiti Douche. Il y avait une dame qui prenait sa douche sous une cascade. Tahiti Douche valorisait des composés naturels ou alors parfois c'était uniquement des parfums qui étaient peut-être fabriqués par de la synthèse. Et c'était aussi pour lutter justement contre ce greenwashing qu'a été créé Cosmébio. Et maintenant, 20 ans plus tard, on a justement toujours un peu la même tendance, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui allèguent un pourcentage de naturel sans certification. Cette naturalité qu'elles revendiquent, elles l'ont aussi calculée elles-mêmes. Donc nous, ce qu'on amène justement, c'est cette transparence, cette réassurance opposée à des marques qui, par exemple, nous expliquent qu'elles font des dentifrices à la fraise bio, alors que ça n'existe pas. Ça peut être des dentifrices à l'extrait de fraise bio, par exemple. Emmanuel, au-delà des ingrédients et des labels, il y a aussi une volonté de créer un écosystème plus vertueux, non ? Et une consommation qui soit plus responsable. La cosmétique bio a entraîné aussi des nouveaux mouvements de consommation. Par exemple, le solide et l'utilisation des produits à diluer, des produits très concentrés ont beaucoup émergé dans cet univers. Notamment, dernièrement, vraiment ce qui explose, c'est les shampoings solides. Il y a aussi le travail avec beaucoup de petites PME qui tissent tout le territoire, qui travaillent en local, en association avec des producteurs agricoles pour récupérer des eaux de fruits, de légumes, pour en faire des cosmétiques. Donc une revalorisation Exactement. des produits alimentaires aussi. Voilà, une revalorisation des produits alimentaires et aussi la mise en place de partenariats avec des producteurs de plantes qui permettent de redynamiser l'agriculture et aussi de rapporter de la biodiversité au sein des champs qui permettent d'avoir des cultures amies, ce qu'on appelle des cultures amies à la production alimentaire humaine. On parle d'innovation. Biocop est associé à Cosmébio depuis presque 20 ans et je crois qu'il y a une nouveauté qui arrive ou qui est arrivée chez Biocop dans les cosmétiques. Tout à fait, on est en train de finaliser le développement de cosmétiques à diluer. On pourra diluer le gel douche, le shampoing et venir uniquement acheter sa recharge. Donc, si je comprends bien, c'est du concentré en fait qu'on achète et on dilue avec de l'eau. Avec de l'eau, d'accord. Avec de l'eau, et ça leur permet en fait de limiter énormément l'impact de l'emballage, puisqu'on garde l'emballage qu'on a utilisé et on ne le jette plus. Et on vient juste rechercher cette pastille ou ce petit sachet dans lequel vous avez de la poudre que vous utilisez après en gel douche ou en shampoing. Et ça a demandé 2 ans de développement, puisqu'il a fallu travailler avec les fabricants d'ingrédients qui, eux, sont fortement sollicités sur ces enjeux-là, puisque ce ne sont pas des ingrédients qui existaient avant. Ah oui, donc on est innovation totale, quoi. Donc on travaille autant sur les ingrédients que sur les emballages, j'imagine, un peu en synergie aussi là-dessus. Tout à fait, et on réfléchit aussi quel est l'emballage qui va permettre à chacun d'utiliser le produit sans trop faire d'efforts, puisque en fait le consommateur généralement veut bien passer au bio, mais faut pas que ça le change. Et bien sûr, le flacon en verre qui serait peut-être le plus vertueux, ça passe pas dans une douche si ça se renverse. On parlera après justement du passage à bio. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose ?
En effet, la cosmétique bio, c'est un terreau d'innovation en matière de galénique. Par exemple, la cosmétique bio est pionnière sur les formats solides ou les formats à diluer, sur le do-it-yourself aussi, le fait de fabriquer ses produits soi-même. Et puis en matière de packaging et globalement de pratiques respectueuses de l'environnement, puisque d'une part, on a des exigences dans le cahier des charges sur le packaging, ce qui n'est pas le cas pour le bioalimentaire, par exemple. C'est-à-dire qu'on limite l'utilisation de certains plastiques, tels que le PVC ou le polystyrène, et on incite aussi à l'éco-conception et à la limitation de l'utilisation des emballages. Et pour accompagner ce mouvement, chez Cosme Bio, on a lancé une expérimentation dans les biocoop, notamment de la région Rhône-Alpes, pour mettre en place une boucle de réemploi, c'est-à-dire inciter le consommateur à ramener ses emballages vides. Ensuite, avec une station de lavage spécialisée, laver ses emballages et permettre aux entreprises de les réutiliser. Donc on est vraiment sur une boucle vertueuse et tout est réfléchi très en amont sur tous les différents aspects de cette industrie, de ce secteur cosmétique hygiène. Alors on parlait d'un tout petit peu de la résistance des consommateurs et des consommatrices à changer de produits, à changer leurs habitudes. Il y a un mythe tenace quand même depuis, aujourd'hui il est peut-être un petit peu moins prégnant, mais un mythe comme quoi l'hygiène et la cosmétique bio, Emmanuel, ce serait moins efficace que les produits conventionnels. Alors, pas forcément. D'abord, il y a eu des évolutions très fortes au niveau des ingrédients et puis, on a fait des tests sur, les cosmétiques, notamment sur les cosmétiques, visage et les résultats, montrent, des hydratations identiques pour des, crèmes cosmétiques, certifiées que celles du conventionnel et puis aussi, il y a d'autres, sujets qui sont de, se déshabituer de certaines, habitudes, notamment par exemple pour les shampoings. Dans les shampoings conventionnels, on a parlé des silicones qui lissent et qui couvrent le cheveu et qui donnent cette impression que les cheveux sont doux, en fait, pour compenser l'effet très fortement détergent des tensioactifs conventionnels. En bio, les tensioactifs sont plus doux, ils moussent beaucoup moins, mais en fait, cet effet moussant, c'est pas ça qui lave, hein, c'est bien le tensioactif. Oui, ça c'est difficile quand même. Quand on passe à la cosmétique lui-même, aux produits vaisselle, ça mousse beaucoup moins, mais il ne faut pas se dire que mousse égale forcément propreté et qu'on peut être propre, se brosser les dents avec moins de mousse, se laver les cheveux avec moins de mousse. Mais c'est vrai que c'est difficile. Je pense aux parfums aussi. Alors les parfums, il existe des substances très tenaces, souvent chimiques, et qui en plus sont relativement polémiques en termes d'impact sur la santé. Quand on sent une fleur dans un champ, clairement, le parfum, il ne dure pas 3 heures et n'envahit pas sa maison. C'est bien pour une bonne raison. Et en fait, la cosmétique bio vient utiliser des parfums d'origine naturelle, donc ils n'envahissent pas la maison. Ils sont là pour apporter une odeur pour la personne, mais pas pour tout couvrir. Il faut s'habituer aussi de l'effet poudre aux yeux dont vous parliez, l'effet waouh qui est immédiat. Et en cela, tout à l'heure, on parlait des actifs qui sont bien plus intéressants pour traiter. Mais alors justement, Nicolas, en parlant d'actifs, il y a une autre remarque qu'on entend souvent à propos des produits bio, c'est qu'ils sont bien plus chers que leurs équivalents, on va dire, non certifiés. Est-ce que c'est justifié comme critique d'après vous ? Et pourquoi oui ou pourquoi non ? Non, c'est une critique qui n'est plus justifiée, puisqu'aujourd'hui, on trouve tout type de cosmétiques à tous les prix, dans tous les réseaux de distribution. La cosmétique bio devient mainstream, donc c'est accessible. Après, ça dépend des catégories de produits. Pour les crèmes, par exemple, c'est pas facile, c'est pas possible de comparer. En effet, si on compare des produits d'hygiène bas de gamme avec des produits bio certifiés, il peut y avoir une différence de prix. Alors cette différence de prix, elle peut s'expliquer notamment par la qualité des ingrédients. Justement, les actifs dont on parlait avec Emmanuel aussi, c'est pas de la pétrochimie, donc c'est plus cher, c'est sûr. Voilà, et puis comme le dit Emmanuel, on va trouver plus d'actifs naturels dans un cosmétique bio. Et aussi, ça s'explique par le fait que les cosmétiques sont souvent fabriqués par les plus petites entreprises. On a moins d'économies d'échelle que pour la cosmétique conventionnelle. Les économies d'échelle, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on achète en plus grosse quantité, on paye moins cher les matières premières, que ce sont aussi des matières premières qui sont fabriquées en plus grosse quantité par les fournisseurs d'ingrédients, et que de ce fait, on a un coût qui est inférieur. Emmanuel ?
Et les actifs peuvent être aussi commerce équitable et participer notamment dans le beurre de karité, qui est un actif très fortement utilisé en cosmétique bio, qui sont certifiés équitables et apportent du dynamisme au sein de populations. Oui, qui garantissent une meilleure rémunération aussi, un meilleur traitement des gens qui Tout à fait. cultivent, qui ramassent, qui transforment les produits utilisés après. Ce qui n'est pas le cas des silicones. Alors Nicolas, il y a aussi, moi c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du luxe, parce qu'en fait on dit la bio c'est plus cher que le conventionnel, alors parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas, mais ça pose pas de problème aux gens d'avoir un rouge à lèvres à 70 € qui soit du conventionnel. Après, c'est une question de choix, de consommation. Qu'est-ce qu'on veut? À quoi veut-on que notre argent serve? Quel impact on veut avoir sur la nature, sur la société? Les cosmétiques bio, c'est la garantie, on l'a dit, d'une qualité d'ingrédients. Ce sont des cosmétiques certifiés. Ce qui est marqué dessus, c'est vérifié par un organisme certificateur. Et on sait qu'on préserve sa santé. On préserve aussi la santé de la planète en choisissant des produits cosmétiques bio certifiés. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuelle Joie. Merci beaucoup, Nora. Merci Nicolas Bertrand. Merci. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus bio la vie. Ciao!